Hola amigos, bienvenidos a las charlas de Ático. Soy Fernando, editor de Ático de los Libros. Y bueno, hoy es un auténtico honor estar hablando con Jan López, auténtica autoridad mundial sobre la Segunda Guerra Mundial y el Frente Oriental en concreto, director editorial de la prestigiosa revista Guerre et Histoire. Entre sus libros cabe destacar Historia visual de la Segunda Guerra Mundial, Los últimos 100 días de Hitler o Kharkov 1942, entre otros. Y bueno, hoy sobre todo vamos a estar hablando de esta obra monumental que Jan López ha coescrito junto a Lashat Mansouri, Barbarroja, 1941, La Guerra Absoluta, Premio Chateaubriand, Premio Libre d'Histoire de l'Europe, Premio Guesclin, Libro del Año de Historia para Lire, con un montón de reseñas elogiosas en Le Monde, Le Figaro y otros medios de prestigio. Estamos hablando aquí de la obra definitiva sobre la campaña por antonomasia de la Segunda Guerra Mundial, Barbarroja, 1941, La Guerra Absoluta. Y sin más dilación, Jan, un placer tenerte hoy aquí, un auténtico honor. Muchas gracias. Sí, bueno, la primera pregunta, eres uno de los mayores expertos en Segunda Guerra Mundial, en el Frente Oriental. ¿De dónde procede este interés por la historia en general y por la Segunda Guerra Mundial en concreto? Ah, il y a plusieurs explications. La première, c'est que mon père l'a faite, Mm, et donc forcément, il m'en a parlé. Ma mère, qui est une réfugiée républicaine ok. espagnole de 1939, a également vécu la Seconde Guerre mondiale en France, donc j'ai eu aussi Ujú, nous en avons également beaucoup parlé. Et puis, je suis de cette génération, je suis né en 1952, c'est donc une génération qui a été élevée ujú. dans un univers où les références à la Seconde Guerre mondiale étaient absolument permanentes, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. C'était partout, on en parlait tout le temps, et il a suffi de cela pour que finalement je m'intéresse de très près à l'Espagne Ujú. à cause de ma mère, puis ensuite à l'histoire de la guerre civile espagnole, puis ensuite à la Seconde Guerre mondiale. Et dans la Seconde Guerre mondiale, je me suis très vite polarisé Ujú. sur le conflit germano-soviétique. Là aussi, pour des raisons familiales, parce qu'un des frères de mon père avait été Ujú. capturé par les Allemands et il a été libéré par l'armée rouge. Et quand j'étais enfant, ça créait un imaginaire, un, un fond, un bruit de fond qui au fond, ne m'a jamais quitté. Sí, no, y desde luego se ve en el libro. Entonces, yo lo que te quería preguntar, ¿qué va a encontrar el lector en Barbarroja 41? Y bueno, un poco también qué es Barbarroja, porque bueno, no es toda la campaña oriental, sino que es ese elemento inicial, por así decirlo. C'est une présentation des 6 premiers mois de la campagne, mais ces 6 premiers mois sont très importants pour l'ensemble de la guerre germano-soviétique, mais sont également très importants au-delà pour l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Ujú, Et enfin, ils sont d'une importance cruciale pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Commençons par le premier horizon. Les 6 premiers mois de la campagne vont donner sa physionomie à toute cette guerre ujú. par son côté génocidaire. Ok. Ce n'est pas une guerre comme celle que les Allemands ont menée contre la France ou contre la Norvège. C'est une guerre qui veut détruire des populations, les détruire physiquement, Ujú. directement ou indirectement, et les remplacer par une autre. En ce Ok. sens, elle est génocidaire. Et ça apparaît tout de suite dans les 6 premiers mois, puisque dès le premier jour, dès le 22 juin 1941, les Allemands commencent à commettre des massacres massifs, des fusillades de plusieurs centaines de personnes à la fois, au début seulement des hommes, et puis à partir du début du mois d'août 1941, des femmes, des enfants, des vieillards, des communautés entières, des communautés juives Ujú. entières, mais également tout ce qui peut, de près ou de loin, avoir servi l'État soviétique est détruit, détruit complètement. Alors non seulement par les SS, le SD, qui est le service de renseignement des SS, et Ujú. la Gestapo, mais également par la Wehrmacht, c'est-à-dire Sí. par l'armée nationale allemande. Elle est complice, totalement complice. Elle a participé à presque la totalité des crimes qui ont été commis. Donc ces 6 premiers mois sont absolument déterminants. Ils sont aussi déterminants en ce sens que
l'Union soviétique y a survécu. Ujú, Non seulement le régime stalinien ne s'est pas effondré, ce que tout le monde avait prédit, mm, mais encore s'est-il renforcé, provoquant une sorte d'unité nationale plus ou moins forcée autour de lui. ujú, D'autre part, la contre-attaque du mois de décembre 1941 qui se passe dans la banlieue de Moscou, contre-attaque dirigée par le général Georgi Yukov. ujú, Cette contre-attaque a rejeté les Allemands de 150 km en arrière et leur a enlevé tout espoir de gagner la guerre à l'Est. À partir du moment où l'Allemagne ne peut plus gagner la guerre contre l'Union soviétique en 6 mois comme elle l'avait prévu, elle est condamnée pour tout le restant de la Seconde Guerre mondiale à laisser les 3 quarts de son armée face à l'armée rouge. À partir de là, elle a perdu la guerre. mm, On va le dire de façon très simple, elle ne peut plus remporter cette Seconde Guerre mondiale. Elle a peut-être encore l'espoir mm. d'arriver à un pacte. Vous savez comment on dit aux échecs? Pacte, c'est quand Oui, aucun des... sí, Elle peut tablas. arriver à une position de neutralité, mais ce ne sera pas le cas. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et enfin, c'est un livre, je crois, qui est intéressant dans la mesure où il montre pourquoi et comment la Russie d'aujourd'hui, celle de Poutine, Ujú, peut utiliser le souvenir de cette guerre en la manipulant, en la transformant, en la ujú, déformant, en la défigurant, mais peut l'utiliser pour provoquer une union autour du régime poutinien. C'est parce que c'est un moment d'une extraordinaire densité, d'une extraordinaire cruauté, d'une sauvagerie absolument énorme. Euh, les crimes qui sont commis sont indescriptibles et sont sans commune mesure. Je pense que vos lecteurs ont entendu parler de la Shoah par balle, c'est-à-dire oui, cette destruction de presque 1 million de juifs soviétiques exécutés par famille, par village entier, avec des fusils, non pas avec des gaz, mais avec des mm, fusils. Ce que savent peut-être moins les auditeurs espagnols, c'est que les Allemands ont exterminé plus de 250 000 malades mentaux et handicapés physiques, euh, juifs ou pas juifs, peu importe. Ils les ont par principe élimités comme des Untermenschen, des sous-hommes. mm, On sait peut-être aussi moins que les Allemands ont pris 3 600 000 prisonniers soviétiques durant ces 6 mois et que sur ces 3 600 000, 3 millions sont morts dans les conditions les plus atroces qui soient. Ils sont morts de faim, de traitements barbares, de froid, de maladies, au mépris de toutes les conventions internationales. Donc, si vous voulez, cette sauvagerie à laquelle les Allemands ont d'un coup porté la guerre va, je crois, mettre une empreinte très forte sur le combat germano-soviétique, mais également sur cette armée allemande qui va exporter ses méthodes ujú, dans d'autres pays d'Europe. Euh, en France, par exemple, le massacre dos, d'Oradour-sur-Glane, dans le Limousin. Les Allemands ont massacré en juin 1944 les 650 habitants du village, ils ont tué tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Ça a été commis par une unité qui revenait du front de l'Est, ok. parce que dans le front de l'Est, c'était une habitude. Mm, À l'Ouest, on ne le connaissait pas. En France, ils ont fait quelque chose comme ça. Ils ont fait bien pire qu'en France, en Yougoslavie, dans l'ancienne Yougoslavie, où il y a eu aussi des crimes oui. d'extermination de centaines de villages, toujours par ces unités qui, en quelque sorte, avaient appris leur métier de boucher sur le front de l'Est. Donc, c'est l'ensemble des raisons qui m'a amené à m'intéresser à ces 6 mois, même si le livre remonte bien avant l'opération. Hein. Je suis allé chercher très loin les causes, les racines de Ujú. l'opération Barbarossa. Ha comentado antes bueno, que la mayoría de las personas pensaban que la Unión Soviética iba a colapsar. ¿Esto realmente era la opinión que tenían la mayoría de las potencias? ¿Y por qué no colapsó finalmente? On a beaucoup de documents qui montrent que ce soit Churchill Ujú, ou Roosevelt ont une opinion catastrophique de ce qu'est l'Union soviétique,
Parce que je dirais que depuis les années 1930, l'Union soviétique avait d'abord enthousiasmé une Mhm. partie de l'opinion mondiale par son industrialisation rapide, par sa sortie du Moyen Âge, entre Ok. guillemets. Cette Union soviétique a perdu tout capital de sympathie à partir des grandes purges et de la création du goulag à la fin des années 30, en 37, 38, les grands procès de Moscou, les procès spectaculaires où tout à coup on exécutait les communistes les plus fidèles, les déportations massives, l'exécution de 7 à 800 000 personnes, dont beaucoup de cadres de l'armée rouge en Mhm. 1937 et 1938, les persécutions religieuses qui ont été les plus violentes, par exemple beaucoup plus violentes que celles que les républicains ont fait pendant la guerre d'Espagne. Mhm. Les républicains espagnols ont tué plusieurs milliers de prêtres et de monjas. Mais en Union soviétique, Staline a fait exécuter près d'un million de prêtres, 1 million de prêtres et de nonnes. Ouais. La totalité de l'Église orthodoxe, quasi-totalité, a été exterminée. Donc, si vous voulez, c'est l'image de l'Union soviétique, c'est celle d'un État qui se maintient que par la violence la plus extrême et qui n'a donc pas de légitimité. Churchill, Roosevelt pensent que le Mhm. premier choc allemand, parce qu'on pense l'armée allemande invincible, le premier choc va provoquer un effondrement d'un régime dont personne ne pense qu'il a des soutiens. On pense que c'est l'unanimité des peuples soviétiques qui sont contre le régime stalinien. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Mhm. Alors, les raisons de la résistance de l'armée rouge sont nombreuses. D'abord, c'est une armée qui est en train de se moderniser. Elle n'a pas achevé sa modernisation, mais elle est en train de se moderniser. Elle a certains équipements militaires très modernes. Mhm. Ses chars, le fameux T-34 par Ouais. exemple, les pistolets automatiques, les fameux les fameuses PPCHA, Spagin des soldats. Elle a, euh, elle a des effectifs très nombreux. Elle Mhm. est capable de mobiliser 6 millions d'hommes. Elle serait capable de Wow. mobiliser près de 25 à 30 millions d'hommes pendant toute la guerre. Tout ça fait qu'elle a tenu le choc. Mhm. Elle a tenu le choc alors qu'on pensait qu'elle allait littéralement s'effondrer. Elle a aussi tenu le choc parce qu'elle était aidée par la taille de son pays, par le peu d'infrastructures de communication et par finalement la taille insuffisante de l'armée allemande. Mhm. Mais je crois que le grand facteur qui explique que cette armée allemande ait échoué, c'est que ces soldats soviétiques, très souvent, se Mhm. sont battus jusqu'à la mort. Ok. Or, ça, c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit avant. Si ce régime avait été aussi impopulaire, les soldats ne seraient pas morts pour lui. Alors là, il y a une explication très simple à donner. C'est que très vite, les soldats soviétiques ont compris que leur adversaire, les nazis, Mhm. était pire que Staline. Mhm. Donc, si vous voulez, mourir pour mourir, autant mourir pour la Russie. Ok. Si les Allemands s'étaient présentés autrement, les choses auraient été différentes. Maintenant, pourquoi est-ce que l'économie soviétique a tenu le choc alors que les anglo-saxons avaient notamment dit ce type d'économie dirigée n'est pas fait pour, en cas de guerre, ne trouvera jamais suffisamment de souplesse, Mhm. de capacité de réaction. Il est trop rigide, il va s'effondrer comme un bloc. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Staline a découpé avec les membres du Politburo, Mhm. Mikoyan, Molotov et d'autres, il a découpé l'économie en secteurs. Ok. Les transports, la production de matériel de guerre, la production d'avions, la production de bateaux, et chacun de ces secteurs, il les a confiés à un homme de confiance dans son entourage, Mhm. qui était responsable sur sa tête que les choses se passent bien. À son tour, ce responsable de secteur Mhm. a mis à la place des sous-secteurs tous ces protégés. Vous aviez comme une C'est. sorte de Ouais. hiérarchie qui s'est mise en place. Et cette économie entièrement dirigée depuis le centre a fonctionné dans le chaos le plus total. Elle a fonctionné
Et je pense paradoxalement que cette économie, parce qu'elle a toujours été chaotique, parce que l'industrialisation des années 20 a toujours été chaotique, était mieux armée qu'une économie occidentale pour Mhm. résister au choc de la guerre. Les Russes ont l'habitude d'improviser, les Russes, Mhm. pardon, effacer. Les Soviétiques, parmi lesquels les Russes, mais aussi les Ukrainiens, les Biélorusses, les Baltes et bien d'autres, ont l'habitude de fonctionner dans le chaos. Donc, ils sont des apôtres de ce qu'on appelle, en français, on dit le système D. Mhm. D comme débrouille, comme débrouille. Je ne sais Ok, pas en espagnol quelle est l'expression. ouais, Se débrouiller. On sí. s'arrange, on se débrouille, on bricole. Et donc, en mobilisant l'énergie avec la, la propagande, avec la violence, parce que malheur à celui qui quittait son poste de travail, le Mhm. régime a réussi non seulement à fonctionner, à continuer à fonctionner, à faire fonctionner son économie, mais même à développer toutes ses productions. Et on a assisté à un double miracle. Mhm. Les Allemands n'ont pas compris ce qui s'est passé quand la Luftwaffe leur a commencé à leur dire, il y a des trains qui partent de l'Est, qui viennent vers l'Ouest, ça c'est normal. Mais il y a des milliers de trains qui partent de l'Ouest et qui vont vers l'Est. Et ils n'ont pas compris tout de suite que les Soviétiques étaient en train de déménager leur industrie. Ils démontaient toutes les usines dans un chaos absolument gigantesque. Ils démontaient les usines, dans les wagons et sur les wagons en plateforme, ils mettaient les ouvriers, les ingénieurs, et tout le monde partait remonter l'usine dans l'Oural, en Sibérie, au Kazakhstan, à l'abri de Ostras. l'aviation allemande. Et c'est 1300 entreprises géantes qui ont pu être comme ça, délocalisées à toute vitesse. C'est un exploit logistique auquel les Allemands n'ont tout simplement pas pensé. Et à partir de là, et grâce à cette mobilisation massive, et à partir de 1942, grâce à certaines livraisons américaines, Mhm. les Américains ont livré un certain nombre de machines, notamment, ou de procédés industriels, l'Union soviétique a été capable de battre l'Allemagne dans tous les secteurs de la production. Les chars, les canons, les munitions, les avions. Ils ont très vite largement dépassé l'Allemagne. Donc, si vous voulez, quand on a dit les Allemands se sont trompés sur leur adversaire, ils l'ont sous-estimé. En fait, il faut le dire aussi, des Américains ou des Britanniques. Ok. Vous savez, c'est le président ukrainien Zelensky qui disait il n'y a pas très longtemps, il ne faut jamais sous-estimer les Russes. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la preparación alemana del plan de Barbarroja? ¿Cuál es la información que diga, oye, pues parece que estaban subestimando demasiado o esto no tenían ni idea de algo"? ¿Cuál es la información que más le ha llamado la atención? Du côté allemand, Ouais. ce qui a, les Allemands se sont polarisés sur les purges de 1937-1938. Mhm. Le monde entier avait été choqué par l'exécution du plus célèbre des chefs soviétiques, le maréchal Mikhail Tukhachevski, Mhm. qui est le créateur de l'armée rouge, enfin un des créateurs, enfin, un des modernisateurs de l'armée rouge. Il a été fusillé et avec lui tout le haut commandement soviétique. Puis la machine répressive est descendue de plus en plus au niveau des généraux, des colonels. Et au total, c'est 8, 9, 10 000 des plus grands chefs qui ont été exécutés Ok. et 10 000 autres qui ont été envoyés au goulag. Donc les Allemands se sont polarisés sur cet aspect. Ils ont cru que l'armée rouge était un géant, un colosse Mhm. sans tête. Ok. Sans tête. Pour eux, il n'y avait plus de tête. Le deuxième élément sur lequel tout le monde s'est polarisé, pas seulement les Allemands, c'est la, le comportement de l'armée rouge contre la Finlande. Dans Mhm. l'hiver 1939-1940, Staline attaque un pays minuscule, 3 millions d'habitants, la Finlande, et la Finlande arrive non seulement dans les 3 premiers mois à résister, Mhm. mais encore à détruire 2 divisions soviétiques Ok. complètes. Le monde entier se moquait de l'armée rouge à ce moment-là.
euh, sans imaginer que les Soviétiques allaient en tirer des conséquences mm, et qu'ils allaient améliorer, même si leur armée est pleine de défauts, pleine de trous. Il n'empêche que cette campagne a introduit l'idée que cette armée, elle était certes très importante, mais elle n'avait pas de chef et elle était incapable de s'adapter à une guerre moderne. Ça, c'est vraiment là-dessus que les Allemands ont polarisé leur attention. ok. Antes ha comentado que, bueno, que después de Moscú, de la fallida batalla de Moscú por parte de los alemanes, ya la guerra la tenían perdida los alemanes. ¿Realmente hubo algún momento en el que los alemanes hubieran podido ganar esta campaña? Non, No. non. Si vous voulez, tous ceux qui ont écrit sur la possibilité d'une victoire allemande ont élaboré des scénarios Ujú, qui vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire, vous prenez l'ensemble des erreurs allemandes ujú. et vous les éliminez. Vous dites, bah, ils n'ont pas fait cette erreur, ils n'ont pas... Mais c'est trop facile, parce qu'il faudrait faire la même chose du côté soviétique. Claro. Les Soviétiques ont fait des erreurs absolument colossales. La première, c'est la surprise. C'est que Staline s'est laissé surprendre alors qu'il n'aurait pas dû être surpris. Donc c'est très facile après coup de dire ah ben s'ils avaient fait ça ou s'ils avaient non. Très honnêtement, après avoir étudié en détail tous les plans qui ont été proposés par les Allemands, je pense véritablement qu'il n'y en avait aucun qui était bon. Euh, leur armée n'avait pas leur armée n'avait pas la taille suffisante, Ujú. elle n'avait pas la logistique suffisante. 90% des soldats allemands vont à pied. Sí, beaucoup. Vous avez 600 000 véhicules, mais vous avez aussi 600 000 chevaux. Donc une armée qui est trop petite, une armée qui n'est pas suffisamment motorisée, une armée qui ne se préoccupe pas de sa logistique et une armée qui ne sait pas faire régner la paix sur ses arrières. Ça, c'est un aspect très important. C'est qu'en matière de pacification des arrières, les Allemands ne connaissent qu'une méthode, c'est le massacre. Il y a d'autres méthodes. Vous pouvez nourrir les populations, Sí. vous pouvez les mettre avec vous et elles travailleront pour vous. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture militaire allemande de l'époque. Mm, Comme on pense qu'on va gagner très vite, on, on imagine qu'il suffit de frapper les populations civiles à l'arrière par la terreur pour qu'elles se calment, qu'elles se mm. taisent parce qu'elles ont peur, le temps de gagner militairement. Ça, c'est vraiment un des péchés majeurs de la culture militaire allemande. C'est le manque d'attention portée à la logistique et à la pacification des arrières. Entonces, quizá la derrota alemana tuvo mucho que ver con esa incapacidad política de, yo qué sé, pues haber, por ejemplo, favorecido rebeliones en territorio soviético, por ejemplo, en la propia Ucrania, a lo mejor. Quand les Allemands sont rentrés dans les Pays-Bas, les pays baltes, c'est-à-dire en Lituanie, Lettonie, Estonie, ou quand ils sont entrés en Ukraine c'est encore plus fort, ils ont trouvé sur place des gouvernements Ujú, d'indépendance qui ont été proclamés quelques jours avant. C'était des gouvernements nationalistes, ukrainiens, estoniens, lettons, lituaniens, mais profondément anticommunistes et anti-russes. ujú. Il est certain que l'intelligence politique aurait voulu que les Allemands s'entendent avec ces mouvements d'indépendance nationale, les aident à monter leur propre État en échange d'une vassalité et d'un appui majeur contre l'Union soviétique. Ça semble quelque chose d'assez facile à comprendre aujourd'hui rétrospectivement, mais ça n'est pas dans le logiciel des nazis. Mm. Pour les nazis, on ne vient pas créer des États indépendants, même vassaux de l'Allemagne. On vient pour les transformer en colonies. Par conséquent, les Allemands n'ont joué aucune carte politique. Ils n'ont cru qu'à la force, mais leur force n'était pas suffisamment grande pour vaincre ce régime. Surtout que très vite, les Russes qui étaient occupés se sont rendus compte que les Allemands, finalement, ne leur apportaient que du mal. Mm.
la faim, les fusillades, les déportations en Allemagne pour le travail. Donc, dans ces conditions, si vous voulez, petit à petit, tout le monde s'est dit, eh bien, autant travailler contre les Allemands et pour Staline, même quand on déteste Staline, même quand on déteste Staline. Regardez un personnage comme Solzhenitsyn. Ujú, Solzhenitsyn, qui n'a pas de sympathie pour le régime stalinien, part à la guerre, il est capitaine d'artillerie, ujú. il part à la guerre avec enthousiasme, mais il déteste le régime. Ok. Et il a raison de le détester, puisqu'en février 1945, alors qu'il se trouvait en Prusse orientale, il écrit une carte postale à un ami qui se trouve à Kiev, dans lequel il critique un tout petit peu la politique de Staline. Il est arrêté et il fera 10 ans au goulag. Mais vous avez un exemple parmi des millions de Ya. Russes anti-staliniens qui ne voyaient aucune raison de se battre avec les Allemands. Sí, antes hemos hablado de los planes alemanes, pero hay una cosa que no deja de sorprender, es un poco que Stalin también tenía cierto conocimiento por sus servicios de inteligencia de que se estaba preparando algo. Y parece que Stalin, si no estoy equivocado, lo desoyó. ¿Cómo se explica esto? Les informations qui parviennent à Staline sont souvent des informations, ce sont pas souvent des informations brutes. Ujú, Ce sont des informations qui ont été élaborées, travaillées par ces services de renseignement. Les services de renseignement savent ce qu'attend et ce que croit Staline. Donc très souvent, ils, ils arrangent les rapports. Par exemple, si l'on détecte une concentration de moyens allemands ujú. à la frontière en Roumanie, on ne va pas envoyer le rapport comme ça à Staline. Ok. On va ajouter, mais on a aussi détecté une concentration de divisions allemandes en face de l'Angleterre. Mm, Donc, vous voyez, ils se ménagent parce qu'eux-mêmes ont peur. N'oubliez pas que c'est un régime de terreur. Donc, l'information qui arrive à Staline est toujours ambiguë. ujú, D'autre part, Staline, comme tous les bolcheviks, qui sont des gens qui ont été habitués à la clandestinité, à être pourchassés par la police, croient que en Allemagne, il existe des factions, des groupes d'intérêts différents. Ça, c'est typiquement marxiste et bolchevique. Hein. C'est une analyse que vous allez retrouver chez Alexandre Zvietchine, le grand ujú. théoricien de la guerre. Il dit il faut toujours regarder, analyser les factions chez l'ennemi, et Staline, c'est quelque chose qu'il fait. Or, il pense que dans le système nazi, il y a des gens qui sont pour une alliance avec l'Union soviétique et des gens qui sont contre. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Mais il ne tient pas compte de la personnalité de Hitler. Parce qu'il pense qu'Hitler, ce n'est pas l'élément central, ce n'est pas l'élément qui décide. Ok. Et là, il se trompe. Il se trompe. C'est Hitler qui décide. Hitler se moque de ce que pensent ses conseillers. Il a décidé qu'il attaquerait l'Union soviétique. Et puis la dernière chose qui explique, donc pour vous dire que Ujú, puisqu'il croit aux factions, il pense que les informations qui sont passées à son service de renseignement viennent des milieux qui veulent la guerre avec l'Union soviétique. ok. Ce sont des renseignements qui ne sont pas objectifs, ce sont des renseignements qui sont manipulés. Il n'arrête pas de le dire ou alors il l'écrit dans la marge, on a les documents, il dit, mais qui est-ce qui vous a soufflé ça? C'est la Gestapo qui vous a demandé d'écrire ça? Vous Mm, voyez, il doute. Et puis surtout, le plus important, l'élément le plus important, c'est que Staline est un homme rationnel et il fait une analyse rationnelle de la situation. Et il se dit, voyons, l'Allemagne est en guerre contre l'Empire britannique, ujú. qui maintient un blocus économique de l'Europe. Quel est le pays qui permet à l'Allemagne de tourner le blocus économique? Quel est le pays qui lui fournit du blé, du fer, du pétrole, surtout du pétrole,
Quel est le pays qui fait venir à travers la Sibérie le caoutchouc d'Extrême-Orient pour faire les pneus? C'est l'Union soviétique. Ok. Nous lui donnons, ce sont les accords commerciaux de 1939 et de 1940, nous lui donnons à peu près tout ce qu'il veut. Pourquoi irait-il nous attaquer et avoir deux adversaires, un à l'ouest et un à l'est, sachant que dans la Première Guerre mondiale, c'est ce combat sur deux fronts qui avait condamné à la défaite l'Allemagne du Kaiser Guillaume II. Donc cette analyse rationnelle, au nom de cette analyse rationnelle, Staline ne croit pas Ujú. que Hitler va l'attaquer. Ce qu'il croit, c'est que ces concentrations de soldats à la frontière ont pour but de faire pression sur lui pour lui extorquer de nouvelles concessions. Ok. Si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté du métier des services de renseignement. Quand même aujourd'hui un satellite repère des troupes Ujú. qui sont concentrées dans un endroit, il les repère. Et vous êtes le général, vous recevez cette information. Qu'est-ce que ça veut dire que ces troupes soient là? Claro. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Mm. Est-ce qu'elles vont attaquer là? Est-ce qu'elles vont attaquer plus tard? Ou est-ce qu'elles vont même attaquer? Mm. Est-ce que c'est pas tout simplement qu'on veut me faire chanter, me faire peur? Vous savez, c'est toute la problématique de l'année 2021 et 2022, quand les Russes ont commencé à faire des concentrations aux frontières de l'Ukraine. Personne n'a cru que c'était pour faire la guerre. Tout le monde Ok. a dit Poutine veut extorquer des avantages à l'Ukraine. C'est Mm. juste un chantage. Eh bien, c'est exactement le raisonnement qu'a eu Staline. On concentre les troupes pour me faire peur. Et savez-vous quoi? Il était, ça aussi on le sait par un certain nombre de témoignages, il était prêt à faire de nouvelles concessions. Oh. Parce qu'il voulait la paix, Staline. Il voulait la paix non pas parce qu'il est un pacifiste, mais parce qu'il voulait un peu plus de temps Ujú. pour préparer son armée et son économie à une guerre de grande ampleur. Ça, c'est sa ligne politique depuis 1930, 1938, c'est de faire que l'Union soviétique reste le plus longtemps possible en dehors de la guerre, de façon à intervenir au bon moment, au dernier moment si possible, pour en récupérer tous les fruits. Si vous voulez, son modèle, c'était un peu les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ok. Les États-Unis rentrent dans la guerre tout à la fin, et c'est eux qui ils en tirent beaucoup de profit. Ouais. Staline voudrait être dans cette situation. Donc il est prêt encore à faire des concessions, et c'est la raison pour laquelle il est complètement surpris par cette attaque, alors que Churchill lui envoie un télégramme, le prévient, les réseaux communistes en Europe occidentale le préviennent, les réseaux communistes en Pologne occupée le préviennent, les trains n'arrêtent pas d'arriver, toutes les nuits, des centaines de trains, il y a du matériel de guerre sur toute la frontière. Et ce n'est vraiment que le dernier jour, les deux derniers jours peut-être, que Staline comprend qu'il s'est trompé et qu'il s'est même laissé manipuler et endormir par Hitler. Ok. Claro, es que C'est es. sa plus grosse défaite intellectuelle, je pense. Mm. Il a trouvé, lui qui est un manipulateur professionnel, il a trouvé plus manipulateur que lui. Claro, y es que realmente esa transición de, digamos, de amigos incómodos de la Alemania nazi y la Unión Soviética con el pacto pues, Molotov-Ribbentrop a convertirse de repente en enemigos, tuvo que ser algo, cuando menos complejo. Son dos países que básicamente se dividen Polonia para quedársela entre ellos y ahora se están matando en una guerra prácticamente de exterminio. ¿Sí? Entonces debió de ser complejo, entiendo. El complejo de. Debió ser una compleja la transición de no creer, de pasar de ser amigos incómodos a pasar a ser enemigos irreconciliables. Oui, la transition a été brutale et je pense qu'elle elle a facilité la brutalité extrême avec laquelle Staline va mener la guerre. Il a été trompé. Ujú. Et je crois que là, non, attention, il ne faut pas que
il faut pas que ceux qui nous écoutent s'imaginent que Staline est dupe d'Hitler. Staline n'a jamais cru que le pacte Ok. Molotov-Ribbentrop pouvait durer très longtemps. Mais il avait estimé sa durée de vie à 4 ou 5 ans. Ujú. Il n'imaginait pas qu'au bout d'une vingtaine de mois, Hitler allait le rompre. Mais il ne s'est jamais fait d'illusions, puisque dans les jours qui ont suivi la signature, on sait par Dimitrov, qui dirigeait l'international communiste, que Staline ne croit pas à la durabilité de ce pacte d'amitié. Donc, mais il ne pensait vraiment pas qu'en 1941, l'Allemagne allait le briser. Ça, vraiment, il n'y a jamais pensé, tout simplement parce que la Grande-Bretagne est toujours en guerre. Encore une fois, c'est l'élément central. Sí, y en el libro realmente encontramos pues muchas informaciones nuevas. Por ejemplo, sabemos que Stalin tenía espías que le permitían saber lo que ocurría en el Estado Mayor de Hitler. ¿Esto cómo lo sabemos? ¿Cómo Alors, lo hemos dans descubierto? l'état-major, pas directement. Ujú. Non, vous faites allusion à la première scène du livre. Oui, je crois. Euh, alors, la première scène du livre, nous sommes 3 jours après l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, donc au début de février 1933, et euh, au quartier général de l'armée de terre allemande, Ben Benlerstrasse, le général Hammerstein et son épouse reçoivent tous les grands officiers de l'armée allemande, tous sont tous là, et un invité surprise. L'invité surprise, c'est Adolf Hitler. Ujú. Il arrive en redingote, et il y a un grand repas, Hitler ne dit rien. À un moment donné, quand Madame Hammerstein salue ces messieurs, elle se retire dans ses appartements, et à ce moment-là, Hitler se lève, et il fait un grand discours de 2 heures aux officiers, à tous les généraux de l'armée allemande, et il leur explique sa vision de l'avenir. Et il leur explique que l'Allemagne, si elle ne veut pas mourir, doit s'agrandir à l'Est. Il Ujú. annonce que son projet, c'est à l'Est. Le repas se termine, le discours se termine, tout le monde s'en va, et un certain nombre d'officiers qui sont présents ont pris des notes. Le général Hammerstein a fait prendre des notes par son ordonnance. Et ces notes sont posées sur son bureau. Et le lendemain de cette réunion, la fille aînée, qui a 18 ans, Ujú. la fille aînée de Hammerstein descend dans le bureau, voit les notes et les photographies. Ok. Et le lendemain, elle les donne à son amant, un jeune juif polonais, Ujú. qui est membre du Parti communiste allemand, qui est responsable du service de renseignement du Parti communiste allemand. Elle lui remet les photos des notes du discours d'Hitler, où Hitler annonce que l'avenir de l'Allemagne, c'est à l'Est, aux dépens des soviétiques. Et 3 jours plus tard, ou peut-être 4 jours plus tard, le réseau communiste mondial fait arriver ces photos sur le bureau de Staline, en direct. Donc Staline sait tout de suite que c'est sérieux, c'est une discussion sérieuse. C'est un chef de gouvernement qui dit au chef d'une armée qu'il y aura la guerre à l'Est. Donc là, il Mm. le sait, si vous voulez, il est prévenu. Il a toujours su que Hitler voulait un jour attaquer à l'Est. Mais ce sont des généralités. Une fois qu'on vous dit, tiens, un tel te veut du mal, est-ce que ça vous dit à quelle date il va vous faire mal? Non. Mm. Donc le doute était permis à toutes les étapes, si vous voulez. Ok. Los soldados alemanes, los generales, ¿cree que se sintieron capaces de hacer lo que les estaba pidiendo Hitler, es decir, conquistar pues todo ese territorio enorme, o pensaron que era imposible? Les soldats allemands, est-ce qu'ils croyaient que les objectifs d'Hitler étaient atteignables? Il faut se mettre dans la peau Mm. des responsables de l'armée allemande, mais aussi des soldats allemands en 1941. Ils viennent d'enregistrer la plus extraordinaire série de victoires Mm. de l'histoire mondiale depuis Napoléon.
Il n'y a que dans la période napoléonienne où vous avez des victoires aussi incroyables qui s'accumulent les unes derrière les autres. Ils ont quand même éliminé la Pologne, conquis la Norvège et le Danemark, éliminé la France, Mm. qui passait à l'époque pour Uf. la première puissance mondiale, militaire. Hein, Ouais, militaire. ouais. L'armée française avait une réputation énorme. L'armée française a été liquidée en 6 semaines. Mm. Puis ensuite, ils ont mangé, dévoré en 15 jours la Grèce, la Yougoslavie. Ils ont expulsé, ils ont battu les Anglais partout où ils les ont rencontrés. Donc, il y a une certaine euphorie. Hitler dira aux soldats allemands, rien d'impossible. Mm. Le soldat allemand peut tout faire. Mais cependant, il ne faut pas trop forcer le tableau. Il y a quand même une certaine inquiétude. Euh, le peuple allemand est un peu surpris au moment de l'entrée des Allemands en URSS. Parce qu'ils pensaient qu'après toutes ces victoires, on allait avoir la guerre. Pardon, on allait avoir la paix. C'était la grande désillusion des Allemands, c'est après la victoire sur la France. Donc, à l'été 1940, le peuple allemand a vraiment cru que la France vaincue, bah, ça y est, c'était fini, la guerre allait se terminer. On allait démobiliser, on allait retrouver sa famille, ses enfants, son père, son mari. La guerre était terminée. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la guerre n'est pas terminée, elle continue, Mm. parce que les Anglais ne se rendent pas. Et c'est vrai que l'entrée en Union soviétique, là j'ai au-dessus de moi les rapports du service de renseignement de la SS, qui fait des enquêtes d'opinion en quelque sorte, et qui surveille sur tout ce qui se dit. Et c'est quand même une surprise et une certaine inquiétude Mhm. dans les familles, et je pense qu'on a aussi, malgré la confiance que le soldat allemand a dans ses chefs et dans ses armes, je pense qu'il y a quand même une inquiétude en face de ce pays dont on ne sait rien, qui est immense, dont on dit qu'il est à Mm. moitié sauvage, et qui s'appelle l'Union soviétique. Et vous savez, beaucoup d'officiers allemands ont dans leur sac des récits de la campagne de Napoléon, Mhm. la campagne de 1812. Ouais. Vous savez, la campagne Possible. catastrophique, Ouais. la campagne de Russie de Napoléon. Beaucoup ont les mémoires qui sont parus, qui ont été traduits en allemand, et c'est quand même curieux d'avoir le récit d'une défaite alors qu'on s'apprête à attaquer un pays. Donc il y a quand même une certaine inquiétude, mais je dirais que professionnellement, ces soldats allemands sont certains d'être très supérieurs Mhm. à l'armée rouge. Et ils le sont Ok. supérieurs dans bien des domaines, notamment dans le domaine du commandement. Mais ils ne sont pas supérieurs en matière de courage, ni de Mm. capacité à mourir. Mm. Il y a une citation que j'ai en tête, mais vous me pardonnerez, je ne peux pas vous en donner la source, parce que je n'ai jamais trouvé la source. J'ai lu Ok. ça il y a très longtemps, peut-être même quand j'étais enfant. Je sais que c'est un soldat qui l'a dit, et elle dit ceci, cette citation, à propos de la guerre germano-soviétique. Les Allemands ont failli gagner la guerre par leur capacité à tuer. Mhm. Ok. Les Russes l'ont gagnée par leur capacité à mourir. Mm. ¿Me entiendes? Sí, 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 es una cita muy, muy buena. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que también vamos a hablar ahora de un poco de lo que es el asedio de Leningrado, que yo creo que es donde se juntan mejor que en cualquier otro ejemplo, quizá lo que es la guerra y el genocidio prácticamente, porque Leningrado no era un sitio simplemente, era un sitio pero que prácticamente quería matar de hambre a varios millones de personas, si no me equivoco. Non t'équivoques. Leningrad fait 3 millions d'habitants. C'est la deuxième ville de l'Union soviétique après Moscou. C'est une grande ville industrielle. On le sait, c'est la capitale honorifique, puisque c'est là que Lénine a réussi le coup d'État d'octobre 1917, la révolution bolchevique. Donc c'est une ville qui est chargée d'histoire, chargée de symboles pour les bolcheviks, mais aussi pour les anti-bolcheviks. Les Allemands arrivent très vite à Leningrad, puisque les accès terrestres sont coupés à la fin du mois d'août
et la totalité des accès ferroviaires sont Mhm. coupés au tout début du mois de septembre. Donc, on ne peut plus ravitailler les Finlandais, d'autre part, bloquent la ville par le nord. On ne peut plus ravitailler Leningrad qu'à travers le lac, un grand Mhm. lac, le lac La Ladoga, Doga. qui se trouve juste, la ville est coincée entre Ok. la Neva et la Baltique, et le lac Mhm. Ladoga, elle est là au milieu. Donc de ce Ouais. côté, elle est coincée. Et donc le régime soviétique a été surpris par la vitesse à laquelle les Allemands ont progressé, et finalement, il reste, il y a eu un certain nombre d'évacuations, mais il reste encore 2 millions d'habitants, un peu plus que 2 millions d'habitants, et les Allemands bombardent avec de l'artillerie, avec les avions, et les stocks de nourriture sont détruits. Donc très vite, on meurt de faim. Mhm. On meurt de faim. En quelques mois, il y a 900 000 morts. Caché 900 000 morts, des femmes, des enfants, des vieillards. La ville, on ne peut pas sortir de la ville, sauf pendant l'hiver, quand le lac Ladoga est gelé, Mhm. où les camions peuvent rouler sur le lac. Donc là, les soviétiques ont fait des évacuations. Mais toujours est-il qu'il y a deux armées allemandes, la 16e et la 18e, qui bloquent la ville. Et à la fin du mois d'août, le commandant de ces deux armées allemandes, le Feldmaréchal von Leb, pose la question au grand quartier général allemand en disant, mais j'ai la possibilité de prendre Leningrad. Je peux occuper la ville avec mes soldats. Est-ce que j'y vais? Et là, Hitler dit non. Mhm. Il n'en est pas question. Et von Leb, pourquoi Ouais. ce serait quand même extraordinaire d'avoir le port, la flotte, les usines. Non, 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 non. Et Hitler lui sort un argument auquel il n'avait pas pensé, von Leb, et lui dit, qui va nourrir les 3 millions d'habitants de Leningrad? Pas moi. Par conséquent, votre mission est simple. Vous allez les bloquer et vous allez attendre qu'ils meurent de faim. Autrement dit, Leningrad, c'est une sorte de camp de concentration à ciel ouvert. Et les instructions, alors les instructions, je les ai là, hein, elles sont bien connues. Euh, Chaque soldat allemand sait que si, poussé par la faim et le désespoir, des civils s'avancent vers eux avec des drapeaux blancs, il faut Mhm. ouvrir le feu. Il faut ouvrir Ok. le feu. Et évidemment, comme Von Leb sait que ce sera très difficile, si ces soldats s'aperçoivent que c'est des femmes et des enfants, c'est dur de tirer. Enfin, Mhm. un humain ne va pas tirer. Alors, Von Leb dit, il vaut mieux que ce ne soit pas les soldats eux-mêmes par la vue et les mitrailleuses qui les tuent, il faut que ce soit l'artillerie. Mhm. Donc, il dit, pour pas qu'ils s'approchent, pour pas que les soldats voient, reconnaissent des civils, on va les faire tuer par l'artillerie. Donc, toutes les mesures sont prises pour que l'ensemble des habitants meurent à ciel ouvert. Et nous avons également des, des protocoles de conversation avec Hitler sur le sort qu'il fallait réserver à Moscou. Mhm. Parce que les Allemands sont certains d'entrer à Moscou avant Noël. Eh bien, Hitler dit la même chose. Moscou devra être encerclée. La population qui ne mourra pas de faim devra être chassée vers l'Est, Mhm. vers la Sibérie. Vous voyez ce que ça veut dire être chassé en plein hiver vers la Sibérie. C'est la mort. Ouais. Et à la place de Moscou, Hitler voulait créer une mer artificielle. Tout le plan, tout ce que les Allemands appellent le plan vert était un plan de colonisation, mais aussi un plan de remodelage de l'économie soviétique. En gros, pour faire très simplement, toute l'industrie soviétique et toutes les grandes villes industrielles soviétiques devaient Mhm. être détruites, rasées, ne devait subsister que la fonction minière et agricole. C'est-à-dire que la Mhm. Russie ne devait survivre qu'avec peut-être la moitié de sa population réduite en esclavage, rendue analphabète avec les écoles fermées, bien évidemment, et uniquement exporter des céréales et des minerais vers le Reich. C'est
une vision coloniale que même les plus colonialistes des Européens de l'Ouest, qu'ils soient anglais, français ou espagnols, c'est une vision qu'on n'a jamais eue, une vision Hmm. aussi folle. Si vous voulez, le colonialisme allemand, c'est une caricature grimaçante du colonialisme européen, puisque à aucun moment il ne cherche à promouvoir les populations qu'il colonise, il a un plan d'asservissement complet. Hmm. Un mot revient souvent dans les rapports d'ailleurs des Allemands pour caractériser l'asservissement de ces paysans russes, c'est ilot, Hmm. Ouais, ouais, los Sparta. ilotas. Esparta. Bueno. Bueno, también le quería preguntar, bueno, subtítulo del libro es La guerra absoluta. ¿Por qué la guerra absoluta? ¿A qué hace referencia? Ah, la guerre absolue, c'est un concept qu'on trouve chez Clausewitz. Clausewitz, il peut arriver que dans certaines situations, enfin, pour lui, c'est un concept pur, c'est un modèle théorique. Ujú. Il dit, voilà, il peut arriver des situations historiques où les deux adversaires éliminent toutes les entraves à la brutalité et à la violence. Tout. Et vont aux extrêmes, c'est-à-dire décident de se détruire complètement et physiquement. Mm. Mais Clausewitz ajoute, c'est un modèle théorique dans l'histoire, ça ne se produit jamais. Il y a toujours un certain nombre de choses qui mettent un peu un frein à votre désir de violence. Euh, Vos alliés peuvent vous retenir. Les églises Ouais. ou la conscience simplement humanitaire. Ça peut être les réticences des soldats eux-mêmes à perpétrer ces massacres. Ça peut être le besoin que vous avez d'occuper un pays en bon état, tout simplement. Donc, Clausewitz dit c'est un modèle théorique, mais c'est quelque chose qui ne se produira jamais. Évidemment, quand j'ai lu ça et je cherchais un sous-titre pour mon livre, je me suis dit, mais c'est peut-être un des rares exemples dans l'histoire de guerre absolue. C'est-à-dire de guerre où tout à coup, toutes les entraves, tout ce qui fait la civilisation, tout ce qui a pu apporter 15 siècles de christianisme, par exemple, a disparu. Ces deux idéologies parmi les plus brutales, l'idéologie bolchevique, qui est brutale, mais qui n'est pas génocidaire. Mm. Elle détruit des classes. Elle ne détruit pas des races ou des groupes biologiques. Bolchevique détruit des classes sociales, bourgeoisie, noblesse, clergé, Mhm. mais il ne détruit pas des groupes biologiques. Les Allemands, eux, sont dans une logique génocidaire, complète. Il faut remodeler la population de toute l'Europe. Eh ben, c'est les deux idéologies les plus violentes du XXe siècle, quand elles sont rentrées en contact l'une de l'autre, ça vous donne, ça donne une violence sans borne et sans limite. 6 millions de morts en 6 mois, toutes les frontières abolies, l'extermination de communautés entières. Ça, on l'avait encore jamais vu à ce niveau-là. Certains officiers allemands, je pense au général Heinrichi, écrivent à leurs Mhm. femmes: ce que je vois ici, même pendant la guerre de 30 ans, ça ne s'est pas passé. Uf. Vous savez, la guerre de 30 ans Ouais, au XVIIe siècle, ouais, bien sûr. la guerre contre l'Autriche, enfin contre l'Empire Habsbourg, la Mm. grande guerre qui a dépeuplé une grande partie de l'Allemagne, María. où il y avait des massacres partout. Heinrichi dit même la guerre de 30 ans, on ne peut pas comparer à ça. Uf. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché à comprendre. Vous avez vu que l'histoire de l'opération elle-même ne commence qu'à partir du deuxième tiers du livre. Mhm. Avant, c'était vraiment l'archéologie, c'est de comprendre comment ça a pu Bien sûr. s'imposer, comment ce système cette vision a pu s'imposer, quels sont les obstacles qu'Hitler a dû franchir pour en arriver là, les différentes opinions des uns des autres.
et en face, quelle était la réaction des Soviétiques. Ça, je pense que c'est au fond la partie la plus neuve. Dans le récit lui-même des opérations, ce que nous avons amené de neuf, c'est que euh, chaque fois que je donne un point de vue allemand, je donne un point de vue soviétique. Ujú. Et notamment, nous avons beaucoup utilisé des journaux personnels du côté russe. Vous savez, dans des systèmes de dictature totalitaire, souvent les êtres humains n'ont plus qu'un seul ami, une seule personne dans qui ils peuvent vraiment avoir confiance. C'est pas leur père, c'est pas leur mère, c'est leur carnet personnel. Mm. Et dans ce carnet, ils notent tout ce qu'ils ont sur le cœur, tout ce qu'ils ne peuvent pas dire. C'est d'ailleurs pour ça que le régime bolchevique avait interdit les carnets personnels. Vous pouviez être fusillé pour ça, hein. Uf. Donc le soldat qui a un carnet personnel, il prend un risque énorme. Et les civils aussi. Eh bien, on en a récupéré un certain nombre et ils sont poignants, quoi. C'est déchirant. Et on a choisi les plus beaux extraits pour faire comprendre un petit peu comment ce peuple soviétique, même quand il est anti-stalinien, mais Mm. profondément anti-stalinien, comment il veut servir quand même, il en arrive à servir un régime qu'il déteste. C'est parce que celui qui est en face est pire encore. A ver. Sí, además que yo pienso que es uno de los grandes aciertos del libro, pues esa idea de que no es exclusivamente historia militar, no es exclusivamente historia política, sino que estás todo siempre muy, muy entremezclado. Yo creo que es uno de los grandes méritos del libro. Et c'est un mérite qui ne me revient pas à moi, c'est un mérite qui revient à la pensée de Clausewitz. Vous le savez, la politique et le militaire sont complètement liés. C'est vraiment, c'est ce que disait Clausewitz, la guerre n'est que Sí, la es continuation de utilización la de la política, politique pero por otros medios. por otros medios, por Sí. otros medios. Y ya para, bueno, pues ir concluyendo esta entrevista que he tenido pues el placer y el honor de hacer con Jan López, bueno, si tuviera que darle al lector un solo motivo para ir a la librería y comprar Barbarroja 1941, ¿cuál sería ese motivo? Ah, Hay muchos motivos. hay tantos, hay tantos. Sí. Il y a un motif d'actualité, je répète, c'est Bueno, comprendre pourquoi l'année 1941, sí, 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 puede, por qué sí. los rusos tienen este año clavado en el corazón. ¿Por qué? Mm, Por eso. Ça, c'est la première motivation. ok. C'est que c'est tous, il n'y a pas une famille russe et ukrainienne, Ujú. eso es el terrible, Claro. russe comme ukrainienne, qui n'ait pas perdu des Uf. dizaines de parents dans cette guerre. Tous, c'est quand vous parlez avec un russe, Mm, qu'est-ce qu'il vous dit si vous lui dites qu'est-ce que l'Union soviétique a fait de grand? claro, Il derrotar vous a... répond toujours deux choses, gagner la guerre contre les nazis et la conquête de l'espace. La conquête de l'espace, on a oublié, mais c'est avoir gagné la guerre contre les nazis. Et c'est un thème absolument obsessionnel dans la propagande de Poutine. C'est un Ujú. thème obsessionnel et on ne peut pas comprendre, nous, Français ou Espagnols, on ne peut pas comprendre si on ne sait pas ce qui s'est passé, si on ne connaît pas l'ampleur de ce drame atroce. Atroce. De la même façon que vous ne pouvez pas comprendre l'Espagne, même l'Espagne Mm, bien paisible d'aujourd'hui, si vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la guerre civile. mm, C'est absolument indispensable mm, pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Et je dirais aussi que c'est parce que dans ce livre, on va trouver des exemples de l'abjection, mm, abjection la plus terrible de l'être humain, et en même temps l'héroïsme, la capacité de ujú. sacrifice la plus élevée. El peor y el mejor de la humanidad. Lo peor y lo mejor de la humanidad en el mejor libro sobre la campaña de Barbarroja 1941. Un auténtico placer, un honor tener hoy a Jan López con nosotros. Un placer, que vaya muy bien todo y igualmente. Muchas gracias, Fernando.